Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Les discours de Félix et Antoine Tshisekedi, on va dire le message du président Félix et Antoine Tshisekedi à la nation continue à susciter des réactions dans la classe politique parmi les opposants les plus farouches, en passant par ceux qui le soutiennent au pouvoir, tout comme la société civile. Chacun d'entre nous interprète ses discours de sa manière. Et voilà pourquoi, dans le cadre de la compréhension pour la bonne audition de ce discours, nous avons initié une série d'émissions pour vous faire comprendre les enjeux de ce discours, parce qu'au cours de ces messages à la nation du président de la République, il a fait appel aux forces vives de la nation, aux leaders politiques de l'opposition, à qui il a même demandé de faire taire toutes les divergences, et parce que la patrie est en danger, la nation a besoin de nous. Aussitôt après, vous avez vu une série de réactions du PPRD à la Mouka, voire même chez LGD, Leadership et Bonne de Matata Ponomapone. Chacun donne des idées et pose quand même certains préalables pour la réussite de cet appel à la cohésion nationale. Quid, ce qu'on appelle l'opérationnalisation, effective. Comment les choses seront organisées de manière pratique pour que ce fruit, une ligne claire qu'il faut atteindre vis-à-vis, non? Mais on va citer ici le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya qui font partie de la communauté East Africa Community, au sein de laquelle on trouve essentiellement la population Tutsi. Même si nous savons que le fils de Museveni a soutenu que le M23 n'est pas un groupe terroriste, mais plutôt un mouvement de Tutsis qui défend les droits des Tutsis au Congo, alors qu'ils font partie d'une organisation. Est-ce que la RDC doit-elle continuer à rester dans cette organisation au sein de laquelle certains membres ne partagent pas les accusations selon lesquelles le M23 serait un mouvement terroriste tel que soutenu par le gouvernement de la République? Quid de le départ de l'ambassadeur Kariga? Qu'est-ce qui a changé après le départ de Kariga? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et par rapport à l'ambassadeur ougandais au pays, avec qui nous avons des divergences, et par rapport à l'appréciation, au jugement que nous portons sur le M23 considéré par nous comme mouvement terroriste, alors qu'en Ouganda, c'est tout autre chose. Voilà, le décor est planté. Nous allons recevoir spécialement pour vous M. Alain Bouloudjoa. Il est le président du parti politique en gestation. Lèvons-nous et bâtissons. Le BAT, c'est avec lui que nous allons analyser ces questions d'actualité et l'appel à la nation. Va-t-il lui aussi aller rencontrer Félix, je ne sais où, au siège de son parti, ou à Montgalien, ou au palais de la nation? Ce sont les questions que vous posez, que nous nous posons également. Nous recevons Alain Bouloudjoa, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Mes salutations à tout le monde. Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Bonne mine, hein? Bonne mine. Dieu fait grâce. Très bien, opposition à péter. Alors, on va analyser la première chose. Alain Bouloudjoa, vous avez suivi les discours du président. Et quelles sont vos impressions dans un premier temps, au plan de la forme, l'attitude du président et la gestuelle, tout ce qui a accompagné ces discours? Comment avez-vous ressenti au sein de votre cœur après avoir suivi plutôt les discours de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo? Bon, j'ai toujours été attentif dans tout ce qui s'est dit. Et vous avez glissé quelque chose, opposition à péter. Mais je voudrais vous dire que l'éloge que l'on fait à la main, c'était fait à tort. En réalité, c'est les cerveaux qui travaillent plus. Ceux qui ont mené une opposition de muscles pensent avoir bien fait ou ils pensent avoir mieux fait, alors qu'en réalité, l'opposition doit être une opposition intelligente. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont fait l'ancienne opposition se sont comportés en délinquants et au finish, ils n'ont atteint aucun objectif. Aujourd'hui, celui qui est au pouvoir est une invention de ceux qui étaient au pouvoir hier. Et nous voulons avoir une opposition d'intelligence justement pour amener les changements. Très bien. Vos impressions par rapport au discours du président? À votre question. Premièrement, je tiens à fixer d'abord les décors. La Constitution voudrait assez que c'est lui qui assume la fonction du président puisse communiquer à la nation. Ce qui est impératif, ce qui est obligatoire, c'est ces messages qui est adressé à la population par le biais du Parlement. C'est ce qui est obligatoire.
Tout le reste, ça dépend de son bon vouloir. Pourquoi la Constitution voudrait assez qu'il puisse échanger? Les discours sur l'état de la nation, c'est justement un discours bilan et en même temps un discours programme pour fixer l'opinion par rapport à la gouvernance. C'est une sorte de valuation faite par la personne qui assume la fonction du président. Et ça ne nécessite aucun débat au niveau du Parlement, mais en dehors du Parlement, les gens peuvent en discuter. Mais pour le reste, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il peut faire en dehors de ces cadres, ça dépend de son bon vouloir et ça dépend des circonstances. Ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'il y a un autre discours, un autre message qui a un caractère obligatoire, c'est le message relatif à la déclaration de guerre et à la déclaration de l'état de siège et ainsi de suite. Ces messages, effectivement, visent à pointer la population sur un certain nombre de décisions que l'on voudrait prendre, justement parce que ça a une conséquence sur le droit et liberté de la population. Voilà pourquoi la Constitution a voulu assez que, avant qu'on arrive à ce stade, il faut respecter un certain nombre d'exigences. En ce qui concerne l'état de guerre, article 143. Avant de déclarer l'état de guerre, la décision doit être prise au niveau du Conseil des ministres. Et nous l'avons dit l'autre fois, le Conseil des ministres, c'est l'instance d'harmonisation et de décision entre l'institution président de la République et l'institution gouvernement. Lorsqu'ils prennent la décision de nous lancer en guerre, le président de la République doit, avec le gouvernement, consulter le Conseil supérieur de la défense. Parce que M. Félix Tshisekedi a considéré que c'était plutôt le Conseil supérieur de la sécurité. Non, défense. Il doit faire les distinguos parce qu'il y a un conseil national de sécurité. Alors, dans cette approche-là des dispositions pertinentes de l'article 143, on voudrait assez que, après avoir levé l'option au niveau du Conseil des ministres, après avis technique du Conseil supérieur de la défense, cela doit être soumis au niveau du Parlement. Le Parlement doit autoriser la déclaration de guerre. C'est en ces moments-là que lui viendra faire la déclaration pour mettre en place le cadre d'application de la déclaration de guerre telle que le veut la Constitution dans son article 86. Les gens attendaient à ce que M. Félix Tshisekedi fasse cette déclaration-là. L'attente de la population. Ce qui est quand même surprenant. Parce que pendant que nous rédigions, pendant que nous élaborions la Constitution, M. Félix Tshisekedi n'était pas là. Nous sommes supposés la connaître mieux que lui. Vous avez élaboré la loi fondamentale? Non, nous avons participé. J'ai assisté dans la rédaction de la Constitution parce que j'étais chargé des stratégies de FONUS. Nous avons participé dans les travaux préparatoires au niveau du parti et nous avons même participé dans la fixation de certains objectifs et nous avons refusé certaines dispositions qui ont été reprises. Ceci dit. Après Santiti. Donc, M. Félix Tshisekedi n'était pas obligé de déclarer la guerre et d'ailleurs il n'avait pas le droit. Ça c'est déjà une précision détail. Ce qu'il ne pouvait faire, c'était juste ça. C'est-à-dire que vous dire, c'est-à-dire créer son mur de lamentation comme d'habitude, vous dire qu'il avait des difficultés et il voulait faire son mea culpa pour vous dire que non, chers Congolais, j'ai commis des erreurs et j'ai pensé que la solution viendrait en cédant une partie de notre souveraineté au Rwanda. Et fort malheureusement, ils ont abusé de ma confiance. Et voilà, et je viens devant vous justement pour vous dire que j'ai commis une erreur. Alors, au lieu de trouver la solution au problème que lui a créé, il vous donne une autre solution. La seule, c'est la mobilisation de la population. On va y arriver. Donc, ces messages, c'est un message creux qui n'a pas de sens, qui vient de mettre à nu les insuffisances notoires de M. Félix Tshisekedi et de sa cohorte en termes d'analyse. Parce que lorsque vous êtes en face d'un problème, il faut utiliser les méthodes. Et les méthodes sont sous-tendues par des techniques. Ce qui fait que lorsque vous choisissez de mauvaises méthodes, de mauvaises techniques, naturellement la conclusion ne sera pas
ne sera pas prénable ou bonne. Donc voilà pourquoi Alain, on va être très clair. Nous considérons que la forme était biaisée déjà au départ. Les éléments pour déclarer la guerre étaient-ils réunis? Non. Les éléments, oui, mais la procédure, non. Les éléments pour déclarer la guerre étaient réunis? Oui. Pour déclarer la guerre étaient réunis, mais la procédure, non. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Non, mais, cher ami, il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir une capacité pour arriver à déclarer la guerre. C'est une gouvernance d'exception. C'est la plus grande décision de la Constitution. C'est-à-dire que c'est quand on veut déclarer la guerre, cela veut dire on veut tuer de l'autre côté et subir des tueries de ce côté. C'est une très grande décision. Une décision de haute portée. Alors, au regard de la portée de la décision, il fallait tenir compte de toutes les variantes. C'est-à-dire quoi? Il faut tenir compte de la capacité de nuisance de notre côté et la capacité de nuisance des autres. Il faut tenir compte de l'accompagnement des éventuels partenaires et éventuellement de l'accompagnement de l'autre côté. Et lorsque vous prenez tous ces éléments, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités pour pénétrer la question et faire la déclaration. Ce qui a posé problème, c'est la qualité de l'homme, Félix Tshisekedi. S'il y avait un président, c'est-à-dire que quand s'il y avait un commandant en chef aguerri, on allait déclarer la guerre. Pourquoi? On peut déclarer la guerre du simple fait qu'il y a un militaire qui traverse chez vous. Un militaire? Un seul militaire, c'est déjà une agression. On peut déclarer la guerre même pour ça. On peut déclarer la guerre le fait que vous avez trouvé dans votre administration les infiltrés. L'espionnage. On peut aussi déclarer la guerre pour ça. On peut déclarer la guerre pour plusieurs raisons, même par anticipation. Et fort malheureusement, pour déclarer la guerre, il faut avoir un commandant suprême aguerri. Et fort malheureusement, c'est ce qui a manqué. Si Alain Bolojua était à sa place, il l'aurait fait? Depuis les 19. Très bien, merci. Les 19, depuis les 19, non, le 29 2019. Très bien. Merci beaucoup pour la clarté des idées, Alain Bolojua. On va attaquer le fond du discours. Première étape, Félix il fait l'évaluation de ses approches diplomatiques. Il aboutit à la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu de résultat escompté, c'est-à-dire le départ du M23 du territoire congolais. Il a rappelé les pourparlers de Nairobi au Kenya, ceux d'Angola, pour aller chuter à ceux de New York sous la médiation de la présidence française, qui assure d'ailleurs la présidence du Conseil de sécurité. Est-ce que c'était un problème de lucidité par rapport à la conception de ces approches, ou Félix Tshisekedi a été trahi par Paul Kagame, qu'il a considéré comme un partenaire fiable et nécessaire et essentiel? Non, la personne ou ce qui a trahi M. Félix, c'est son incapacité à pénétrer cette question. Déjà, je voudrais rappeler à l'opinion que la démarche initiée par M. Félix Tshisekedi au départ ne visait pas les M23. Lorsqu'il a commencé à entrer en contact avec le Rwanda, c'était déjà en 2019. Et je crois que c'était la deuxième semaine après l'installation officielle de la présidence de la République. Il est allé avec son directeur de cabinet Kamere. À cette époque-là, la question M23 n'était pas en surface. Les M23 n'existaient même pas. Les M23 n'existaient pas. C'est-à-dire que la démarche de M. Félix Tshisekedi a commencé avant l'existence du M23. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que M. Félix Tshisekedi n'a pas mené sa diplomatie pour mettre fin à la situation du M23. C'était pour autre chose. On nous a dit que c'est pour la paix dans la région, non, mais dans l'est du pays. Non, mais attendez, ouais. Ça ne pouvait pas être pour la paix dès lors que la démarche menée n'avait pas comme soubassement l'approche, n'avait pas comme socle les institutions de l'État en tant que tel. Il a mené cette démarche en tant que personne. Intuit et personnel. Personne du président de la République. En tant que personne, Félix Tshisekedi. Nous allons vous le démontrer. Lorsqu'il est allé en Angola, parce qu'il a commencé là,
il s'est rencontré avec le président qui était là. Et dans leur discussion, M. Félix Tshisekedi a voulu faire voir à l'Angola que l'Angola avait plus à gagner en soutenant la promulgation telle que faite par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle. Il n'a pas parlé de la question sécuritaire. Il a parlé de lui pour légitimer son pouvoir. Il est allé au Rwanda. La même chose. C'est-à-dire que la discussion a tablé essentiellement sur la posture du Rwanda vis-à-vis de la CENI, la Cour constitutionnelle, en rapport avec la publication des résultats. Il a discuté avec le président rwandais, pas en tant que président rwandais seulement, mais en tant que président de l'Union africaine. Vous voulez dire qu'il est allé chercher la reconnaissance de ses pairs. Exactement. Après les élections exactement, parce que tous ces pays avaient contesté la publication des résultats tels que faits par la CENI. Chose qu'il a obtenue. Et après, tous ces pays-là ont analysé sa demande. C'est comme ça l'Union africaine ou l'organisation de l'Union africaine qui devrait se déplacer, qui avait demandé en son temps à la Cour constitutionnelle de ne pas valider les informations telles que publiées par Nanga, ils ont pris acte. C'est-à-dire que ce n'était pas une question nationale. C'était justement une question de préserver ses intérêts. Et c'est pendant cette période qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Voilà, si vous voulez qu'on laisse passer ces dossiers, cédez-nous ça, ça, ça. C'est comme ça que M. Félix Tshisekedi est entré en contrat, en convention avec ces États-là. Ils n'ont pas parlé de la question sécuritaire. La question sécuritaire est venue après. À quel moment? Lorsque M. Félix Tshisekedi a commencé à céder tout ce qu'il a pu céder, c'est en ce moment-là qu'on lui a dit, voilà, le 1-23 sont ici. Alors, il faut respecter ce que le gouvernement passé se sont entendus parce que ces gens ici deviennent encombrants. Et qu'il y a 300 000 réfugiés congolais, entre guillemets, qui se retrouveraient au Rwanda. Il faut les rapatrier au niveau du Congo. C'est comme ça qu'au début, on a eu le problème de Minembwe. C'est-à-dire que la commune rurale, hein, voilà, c'est-à-dire que tous ces éléments-là vous démontrent la suffisance que le fait seulement que M. Félix Tshisekedi voulait légitimer son pouvoir par la reconnaissance de certains pays voisins, il était astreint, d'après lui, à céder une partie de notre souveraineté. Et les gens profitant de sa faiblesse, c'est comme ça qu'ils ont commencé à profiter de lui et à tirer des dividendes. Le M23 est la résultante des arrangements signés pour M. Félix Tshisekedi et par M. Félix Tshisekedi avec tous ces pays-là. Voilà pourquoi aujourd'hui il est rattrapé par sa propre turpitude. Alors, prenez la question Minembwe. Vous avez tous appris que la commune de Minembwe a été contestée par tout le monde. M. Félix Tshisekedi n'a pas reconnu la création de la commune de Minembwe. M. Félix Tshisekedi n'a pas reconnu l'installation du bourgmestre de Minembwe. Il avait dit, il avait promis de mettre en place une commission d'experts non originaires pour analyser la question dans sa profondeur et donner une solution, une piste de solution durable. Vous serez surpris, il n'a jamais mis en place cette commission. Et pourtant, c'était un engagement solennel. Vous savez pourquoi? Parce que ça faisait partie du deal. Et ce deal a été signé avant le M23. Alors, le fait que M. Félix Tshisekedi avait subi une pression au niveau national, et je reconnais que je l'ai fait, nous avons travaillé là-dessus, pour empêcher à ce qu'il appliqua les résolutions telles que prises à ce niveau-là. Nous avons eu à travailler avec tout le monde, tous les Congolais d'ici et comme d'ailleurs. Le fait seulement que le Rwanda a senti que M. Félix Tshisekedi n'avait pas le courage d'appliquer ce qui se sont résolus, c'est comme ça que le Rwanda a poussé à utiliser le M23 comme astuce en attaquant d'abord Bukavu. Ils se sont rétractés et après il y a eu des négociations entre le gouvernement congolais représenté par le membre du cabinet de M. Félix Tshisekedi et le gouvernement rwandais. Ils se sont résolus de taire
le dossier. Le fait seulement que ça a pris du temps, c'est comme ça qu'ils ont attaqué Bunagana. Donc, tous ces problèmes, c'est justement parce qu'il y a eu des maladresses en amont. Et fort malheureusement, ces maladresses continuent. Kagame s'est senti trahi par le non-respect des engagements pris par Félix. Non, mais bien évidemment, ils le disent. J'ai suivi le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, l'a dit. Il faut respecter les accords. Le président rwandais l'avait dit. Il ne suffit pas seulement de pleurnicher. L'heure n'est pas de chercher le bouc émissaire. Il faut être responsable. C'est-à-dire qu'ils veulent assez que M. Félix Tshisekedi applique. C'est-à-dire que là, M. Félix Tshisekedi est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, le peuple. Le peuple, nous autres, pas tout le peuple. Qui mettent la pression. Nous, de l'autre côté, les engagements pris et cristallisés au niveau international, ce qui fait que, le fait seulement, nous avons l'avantage par le fait que M. Félix Tshisekedi n'a pas pu respecter l'article 213 et l'article 215 de la Constitution. Il a signé en tant qu'individu. Il n'a pas respecté la procédure en termes d'accords internationaux. Alors ça ne tient pas au niveau international alors? Non, mais non, attendez. Le problème c'est que M. Félix Tshisekedi voudrait assez que la classe politique puisse légitimer ça. C'est ça sa stratégie. Il veut vous inviter tous pour endosser la responsabilité. Lorsque vous allez endosser cette responsabilité, il dira voilà, mon peuple a donné les quitus, il faut commencer maintenant à appliquer. Il va le faire au détriment de la République. Alors, quand il dit que les négociations n'ont pas abouti au retrait du M23, il a cité les 3 étapes. On peut comprendre aujourd'hui que ça n'aboutira pas tant qu'il ne sera pas à mesure de respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de Paul Kagame. Mais non, revenons-en par rapport à la réalité du pays, par rapport aussi à la ligne claire. Quelle est la ligne claire que Félix doit avoir vis-à-vis de Kagame, avec qui il a signé des engagements non respectés, vis-à-vis du M23, bras séquilier de Kagame, et vis-à-vis du peuple et de la classe politique qu'il a appelé à l'unité pour sauver la nation qui est menacée par la force expansionniste du Rwanda? Bon, moi je crois que nous devons développer une intelligence adaptée. Je me rends compte que tout le monde réfléchit sur cette question en intégrant toujours M. Félix Tshisekedi dans la solution. C'est le président de la République. Non, mais attendez, oui, attendez. Jusqu'à la preuve du contraire. Non, mais attendez. Si le problème, il ne peut pas être solution. Mais comment on va résoudre le problème tant que lui est exclu? Parce que c'est lui le président. Si le problème, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être solution. C'est quoi la solution? Commençons d'abord à fixer ces cadres-là. Parce que si nous n'avons pas de principes qui fondent notre analyse, on ne sera pas en mesure de trouver la vraie solution. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait une science sociale telle que l'économie et d'avoir utilisé les instruments tels que le méthode quantitative. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de quantifier le problème et de modéliser le problème, la solution. Pour vous, Félix, c'est le problème. M. Félix Tshisekedi ne peut pas se retrouver dans la solution et dans le problème à la fois. Comment expliquer? Si vous voulez que M. Félix Tshisekedi soit solution, il faut tout faire qu'il ne soit pas problème. Or, il est problème, donc il ne peut pas être solution. Il est problème au même titre que le M23, Kagame et Museveni. M. Félix Tshisekedi est l'un des géniteurs du M23. Oh, mais Alain Bolota. C'est lui qui a créé les 2 corps, c'est lui qui a fait les lits pour que nous ayons le M23 d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le M23, c'est le M23 prime. M23 prime. C'est une dérivée du M23 qui a été défait. Et lui-même l'a dit. Le M23 a été défait en 2013. Il l'a dit. Alors, ceux qui ont été défaits, ça veut dire qu'ils ont existé à un certain moment et après, ils ont surgi sur base de nouveaux accords parce que le 1-23 du passé n'a pas le droit de revendiquer dès lors que la communauté dite internationale l'a classé comme un groupe terroriste. Et aucun pays au monde n'a le droit d'imposer l'indivision avec le groupe terroriste.
Ce qui veut dire que ce que nous appelons aujourd'hui M23 est né de cendres du M23 passé. Ça ne peut pas être le même M23, dès lors que les animateurs de l'ancien M23 se sont retrouvés au gouvernement, se sont retrouvés dans l'armée. Et naturellement, ces M23, s'ils portent le nom, la dénomination du M23, c'est abusivement. Il faut plutôt parler de M23 prime. Et donc, ce sont là des réalités. Alors, prenez la question de la création du M23. Vous dites qu'il est l'un des géniteurs, c'est ce qu'il est premier. Effectivement. Ouais. M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le M23 en 2013. Ceux qui ont mis en exergue... signé ces accords. Ces accords, les représentants de M. Félix Tshisekedi de son cabinet. Ceux qui ont... Ils ont signé les accords. Non, mais ils ont signé les accords. Attendez. Ceux qui ont mis en exergue l'existence de cet accord, c'est le comité de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Cette structure qui a été mise en place justement pour constater la mort du M23 de 2013. Ils ont signé un accord et cet accord a été considéré comme le point de marchandage entre le gouvernement et ces fameux M23. Aujourd'hui, il est un secret pour personne, tout le monde le sait. Donc, les revendications d'hier n'ont pas de fondement. Ils profitent de la naïveté de ceux qui sont au pouvoir pour revendiquer aujourd'hui la prise en compte de leurs exigences, notamment de considérer les fonctions, les grades qu'ils assument aujourd'hui dans ces fronts-là. Ce qui fait que tous les militaires, comprenant qu'il y a nécessité pour M. Félix Tshisekedi de signer, de mettre une loi d'amnistie, c'est-à-dire que tous ceux qui tuent aujourd'hui seront amnistiés, c'est-à-dire qu'on va tout effacer, nous en avons parlé l'autre fois, et ils vont considérer les grades. Alors, ceux qui étaient en difficulté aujourd'hui dans notre armée, comprenant qu'il y a déjà un projet de loi d'amnistie, comprenant qu'on va considérer les grades de ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire le M23, naturellement, le militaire congolais préfère aller là-bas, et comme nous sommes en face d'un pouvoir faible, ils vont appliquer cette loi et faire l'intégration de tous ceux qui vont quitter. Il a dénoncé les brassages, les mixages. Il est dans ça. Apparemment, on a les traits en marche pour le brassage et le mixage. Il est dans ça. Ça, c'est le premier problème. Il est dans ça. Voilà pourquoi le porte-parole de ces bandits-là, le M23, vous dit clairement qu'ils ont fait 14 jours chez nous et 14 mois chez nous. Ils ont eu à négocier avec eux. Et ils ont créé les conditions pour créer 4 brigades. Nous l'avons dit l'autre fois. Ce qui veut dire quoi? Ça, c'est une sorte d'appel, demande à la candidature. Tous ceux qui ne se retrouvent pas dans l'armée, venez nous rejoindre. Comme ça, on aura la latitude, la possibilité de vous donner des grades supérieurs et d'autres avantages pour le compte de ces groupes armés. Voilà pourquoi ça c'est devenu comme un fertilisant à la crise. Alors, un autre problème, c'est comment le dossier a été abordé. M. Félix Tshisekedi a commencé à sentir que ça ne serait pas possible. La pression populaire. Hein. Ça ne serait pas possible. Effectivement, je félicite surtout nos amis de la diaspora qui ont amené l'éveil, il faut le reconnaître. Ils se sont battus. Ils ont révélé des choses. Ils ont révélé des choses qui étaient cachées. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres Africains, tels que Charles Nana, qui nous ont fourni en termes d'information. Et ici, nous saluons la mémoire de Papa Ngwanda, qui s'est battu, qui a perdu même sa vie pour ça, en mettant en exergue tous ces éléments d'information. M. Félix, c'est qu'en menant toutes ces opérations, il a quitté les sphères, l'espace africain. Il est allé au niveau de la communauté dite internationale. Dans cette communauté internationale, il a d'abord commencé à promettre aux Américains. Il a fait des promesses. Il a fait des promesses aux Américains, leur disant que voilà, aidez-moi. Les Américains lui ont dit, si vous avez besoin de notre aide, il faut d'abord vous éloigner de Kabila.
ne pouvant pas le faire, il a pris l'engagement de le faire avec l'État. C'est comme ça que l'ambassadeur américain a été élevé au rang de vice-président. Tacitement. Il n'a pas été élevé tacitement. Parce qu'il s'est retrouvé partout. Il s'est accroché. Il était consulté. Non. Très consulté. En tout cas, il était devenu vice-président parce qu'on le voyait dans toutes les affaires de l'État. M. Félix Tshisekedi a compté sur lui. Et cet ambassadeur a connu un obstacle au niveau de l'administration parce que les Américains, le fait seulement qu'ils n'avaient pas accepté M. Félix Tshisekedi, ne pouvant pas changer leur posture par rapport à l'opinion américaine, ils ont envoyé le dossier au niveau des sénateurs. C'est comme ça que M. Félix Tshisekedi a commencé à alimenter le lobbying pour qu'il arrive effectivement à atteindre cet objectif. Là, ça a failli. Il n'a pas pu convaincre l'administration américaine. Et naturellement, l'administration américaine a vu en M. Félix Tshisekedi, bon, je dirais, supporter, il n'y a pas d'autre mot, un jongleur qui voulait abuser de leur confiance, alors qu'eux attendaient à ce qu'ils mettent fin à son alliance avec Kabila et qu'ils cèdent Kabila pour qu'il soit poursuivi au niveau international. C'est comme ça que les Américains ont commencé à soutenir la démarche de Kagame contre le gouvernement congolais, alors qu'eux aussi avaient pris de la distance par rapport à Kagame. C'est comme ça que le M23 ont trouvé un appui. Si le Rwanda le soutient, les Américains vont s'abstenir, ne vont pas attaquer, ce qui a fait que le M23 ont pris pratiquement 6 mois sans être combattu au niveau international. Deuxième élément, pendant que le M23 s'est reconstitué, le Rwanda avait fait pression à la France. Parce que très souvent, les gens ne le savent pas. Au niveau international, nous avons 2 appuis. La francophonie et la Belgique. La francophonie, c'est ça le point de marchandage de la France au niveau de la communauté des grandes puissances. Et elle amène la francophonie. Et dans la francophonie, nous avons déjà constaté qu'il y avait un problème. Le plus grand problème, la France subissait de pression par rapport au génocide dit de Tutsi. Ce qui fait qu'ils profitaient de la position de la France par rapport à ces faits-là. Ils ont commencé à faire pression à la France. Et la France a cédé. C'est comme ça, vous avez vu, un pays qui parle l'anglais, dont l'anglais est la langue principale, mais on a donné le secrétariat, l'OIF, à ces pays-là. C'était justement pour adoucir les tensions qu'il y avait entre la France et le Rwanda. C'est comme ça que vous avez vu, le président rwandais et français s'est déplacé jusqu'au Rwanda, allait s'incliner et demander de manière claire pardon aux Rwandais. C'est en ce moment-là que le Rwanda a préparé le M23, avec la maladresse de ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qui justifie le silence quasi absolu de la communauté internationale. Non, mais s'ils vont commencer à réagir, c'est maintenant. Peut-être que maintenant, ils peuvent agir. On peut dire qu'on n'a pas été intelligent. Non, mais bien évidemment. Mais attendez, c'est l'absence de l'intelligence qui justifie tout ce que nous avons comme situation. Parce que si nous étions intelligents, on devait intégrer tout ça. Vous savez, le jour où nous, les BAC, nous aurons le pouvoir, on va mettre en place un système de monitoring. On doit dénicher toutes les intelligences congolaises. Vous ne serez pas dans la répression. Non, mais nous allons faire une politique intelligente. On nous considère déjà comme une opposition intelligente, différemment de Koulouna qu'il y avait dans le passé. C'est-à-dire qu'on va amener cette politique d'intelligence. On va mettre un monitoring. Tout celui qui va pondre une idée, même si l'idée n'est pas parfaite, on le recrute, on lui donne le moyen pour développer son idée en lui joignant certaines personnes pour enrichir l'idée et en faire une politique publique. Lui n'a pas pu faire ça. Parce que lorsque vous suivez, par exemple... Moi, je m'inquiète. Pourquoi ce silence? Le silence de la communauté internationale. C'est aujourd'hui que je suis totalement éclairé par rapport à cette analyse. Donc, les terrains, avant d'attaquer, Kagame a préparé les terrains. Ce qui fait que quand il attaque, de l'autre côté, on ne sait pas réagir parce qu'il a déjà vendu une autre image du Congo et... il a mis en valeur les génocides rwandais, ce que nous n'avons pas pu faire, alors que nous avons beaucoup de morts, plus que les génocides rwandais. Alors, Alain Bolodjoa, Félix est le problème, qui fait appel
à vous, la classe politique, à qui il a demandé de taire les divergences parce que la nation a besoin de vous. Comment vous allez gérer ces problèmes avec les problèmes que vous identifiez, appeler M. Félix Tshisekedi et de l'autre côté, vous réunir pour trouver des intelligences, trouver une intelligence pour contrecarrer cette attaque, non seulement d'agression au niveau de l'Est, mais aussi au niveau international. On a été attaqué aussi au niveau international et on a été vaincu. Comment allez-vous faire sans Félix, c'est que vous considérez comme problème? Bon, je crois que M. Félix Tshisekedi est une personne problème, est un problème du problème, un élément du problème, mais il n'est pas le seul problème. Il n'est pas le seul. Voyez-vous? C'est-à-dire que lorsque vous prenez une fonction mathématique, il y a des variables. Parmi les variables explicatives de la crise d'aujourd'hui, il y a notamment M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que vous avez plusieurs variables et lui, il en fait partie. Il en est la principale variante. F de X égale Félix Tshisekedi, Kagame, communauté internationale, tout ça, Museveni, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous faites les calculs des synergies, vous allez vous rendre compte que la plus grosse bêtise a été commise par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Alors, si vous voulez résoudre le problème, il faut d'abord identifier les variables explicatives. Quelles sont ces variables explicatives? Notamment les maladresses de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi et ainsi de suite. Et maintenant, pour résoudre le problème, il faut attaquer chaque problème avec les instruments essentiels pour les neutraliser. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a, je prends l'exemple, le VIH, il a l'infection. Il y a d'autres infections, il a la malaria. Typhoïde. Vous savez que le sida, par exemple, peut être incurable. Prenons ça. Mais on peut sauver la vie en attaquant les éléments qui peuvent être résolus facilement. Ça veut dire que vous attaquez d'abord l'infection. Vous évitez à ce que la personne manifeste les infections. Vous attaquez les infections, vous attaquez la malaria et vous restez qu'avec le majeur problème. Et en ce moment-là, vous prenez le mécanisme pour atténuer les effets. C'est-à-dire que sur le plan pour simplifier l'analyse, nous sommes en crise avec la communauté internationale. Il nous sera difficile de gagner cette guerre. Il nous sera, je ne dis pas impossible, il nous sera très difficile de gagner la guerre contre la communauté internationale. Notre crise vis-à-vis supposée que nous avons avec la communauté internationale, se situe à quel niveau? Non, mais la communauté internationale, profitant de la situation d'instabilité pour soutenir l'évolution technologique, voudrait assez que nous soyons maintenus dans ces situations-là. Tout celui qui amène l'idée de maintenir le Congo dans une situation d'ingouvernabilité est soutenu par la communauté internationale. Cette communauté internationale ne doit pas être prise seulement en termes d'État, mais aussi en termes de multinationales. Voyez-vous? Parce que la question, elle est transversale. Il y a plusieurs centres d'intérêt. Vous avez identifié un problème. Maintenant, ce qui veut dire que, comme nous ne pouvons pas résoudre la problématique du VIH, vu le caractère incurable de la maladie, cherchons d'abord à trouver tous les autres problèmes de la maladie et stabilisons le corps. Le problème majeur ici, vous dites, c'est la communauté internationale. Exact. Parce que la crise a commencé avant Kagame, avant Félix Tshisekedi. Le deuxième acteur, ce sont les pays de l'Est. L'Ouganda, le Rwanda. On peut peut-être mettre de côté le Burundi, parce que le Burundi a compris les enjeux. Qu'est-ce qu'il y a comme situation? Au-delà de l'aspect économique, nous l'avons dit l'autre fois, il y a un aspect identitaire. Il y a un aspect hégémonique. C'est-à-dire qu'il y a une race noire qui voudrait dominer sur les autres races. La problématique Tutsi, avec la fameuse vision Ima-Tutsi. Laurent Désiré Kabila l'a dit. C'est-à-dire que le Tutsi veut avoir une maîtrise de toute cette partie-là. Ce qui fait que le président ougandais est Tutsi. Il a été soutenu par les autres Tutsi pour renverser son pouvoir et renverser son prédécesseur. Il s'est installé, il a pris d'autres Tutsi pour renverser le pouvoir du Rwanda. Ils ont fait la même chose pour le Burundi. Le Burundi se sont ressaisis, ils ont ramené les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, le peuple majoritaire est au pouvoir. Voilà pourquoi les Rwandais sont en conflit avec le Burundi.
Ils veulent faire la même chose au Congo. Bien évidemment. S'ils n'auront pas la possibilité d'avoir tout le Congo, mais qu'ils puissent créer une zone tampon. Le terme n'a pas apparu aujourd'hui. Ça date depuis 1961. Ils voulaient avoir cette partie. C'est ça la vision Imatuchi. À partir de Faradj, vous prenez toute cette partie pour Otuwele, vous prenez Ituri, vous arrivez jusqu'au niveau de Tanganyika. Ils veulent créer une zone comme ça. Et ils ont créé de prétexte disant que avant l'avènement de l'homme blanc, il y avait un royaume là-bas où le Tutsi régnait. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour que nous arrivions à résoudre le problème. Pour la question du Rwanda, il faut faire au Rwanda ce que le Rwanda fait chez nous. C'est-à-dire, il faut créer de poches de résistance exigeant les changements au Rwanda. Il faut pousser la majorité du Rwanda, que cette majorité puisse avoir le pouvoir. Pour renverser Paul Kagame. Non, pour renverser la vision Imatuchi. La majorité au Rwanda, c'est quoi? Ce sont les Hutus. Donc le Congo doit soutenir... Qui n'ont pas de velléité expansionniste. Le Congo doit soutenir les Hutus à renverser... Le Congo doit soutenir les ennemis du Rwanda pour que le Rwanda devienne aussi déstabilisé. Avons-nous les moyens? Non, mais si on n'a pas le moyen, c'est qui veut dire que ceux qui sont là ne méritent même pas être appelés président. Très bien. Troisième problème. Ce qui veut dire que celui qui est là ne mérite même pas être appelé président de la République. Parce que s'il n'a pas la capacité de développer cette intelligence, il ne vaut absolument rien. C'est pas ça le débat. Non, mais c'est ça le débat. Troisième problème. Les alliés du Rwanda, membres de EAC. Le Kenya. Vous savez... Avec qui nous avons des partenariats économiques? Non, vous n'avez pas de partenariat économique, c'est Félix Tshisekedi qui a le partenariat avec eux. Vous savez, le Kenya n'est pas loin de la crise. N'oubliez pas, il y a le Nilotique là-bas. N'est pas loin où il est acteur. Non, n'est pas loin de la crise parce qu'on veut vous faire voir que le Kenya vient pour apporter la solution. Non, le Kenya veut profiter de la situation pour devenir un acteur majeur dans l'espace congolais. Quelqu'un même dit, l'actuel président est Tutsi d'origine rwandaise. Mais voilà pourquoi je vous dis, au-delà d'être Tutsi d'origine rwandaise, je vous dis, le Kenya n'a rien à gagner dans la stabilisation de la situation au Congo. Je vais vous le démontrer. Malgré les affaires. Je vais vous le démontrer. La mission économique que je vais vous le démontrer. Au Congo. Premier réflexe, le Kenya a des banques chez nous. La première banque, Equity Bank. Equity Bank achète la BCDC par devoir scabreuse, sans que le conseil d'administration ne siège. Sous pression politique, ils ont vendu pratiquement 60% des parts. Equity devient majoritaire. C'est la première banque congolaise, banque commerciale. Ils ont la maîtrise de ça. La quasi-majorité des marchés de l'État congolais passe par là. C'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise du système financier congolais. Ils peuvent même nous bloquer. Ils ont la maîtrise du système financier. Deuxième élément. KCB. Kenya Commercial Bank. A racheté Tembe. Avec 85% de parts. Tembe. C'est cette banque qui permet de payer les agents. Parmi les agents, il y a les militaires. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que nous sommes là en face d'une guerre d'intelligence. Et les gens pensent que le muscle suffit pour résoudre le problème. Non, le Kenya a des intérêts croisés avec l'État congolais, avec M. Félix Tshisekedi. Mais les gens ne vont pas le comprendre. Vous allez le comprendre après. Mais le Kenya semble plus proche du Rwanda que du Congo. Non mais attendez, la vision Imatuchi est portée par 6 à 7 pays. Le Sud-Soudan, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, je crois, ça fait 6. Exactement. Alors, allez voir KCB. Les actions de KCB est constituées par les apports de 6 pays. Imatuchi. Parmi ces pays, ce sont les pays que je viens de vous énumérer là. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas les enjeux,
Il pense qu'on s'acharne contre lui. Pourquoi on l'a amené à l'EAC, hein? Non, mais bien évidemment, le seul pays de l'EAC qui n'est pas dans le système financier Imatouchi. Le seul. Et c'est lui qui nous a fait entrer en plein dedans. Alors. Ce qui veut dire, attendez, c'est lui qui maîtrise les finances, maîtrise la politique. On dit, les finances, c'est les nerfs de la guerre. Hein. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous rendons compte qu'il y a de ces parents qui n'ont pas voulu mettre l'accent sur l'éducation de leurs enfants. Et ça, non, attendez, je vais citer le nom de personne. Je peux vous relancer. Non, mais attendez. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas voulu étudier, qui pensent que leur corpulence était un atout. Non, monsieur. Aujourd'hui, même celui qui pèse 45 kilos peut diriger une grande nation constituée des gens qui ont 250 kilos. Ce n'est pas la masse, la graisse qui compte, c'est la qualité du cerveau. Ce n'est pas les gabarits qui comptent. Voilà. Alors, les quatrièmes... Vous êtes gras, les quatrièmes problèmes majeurs, ça doit être, Félix, c'est d'après vous. Et comment on fait avec cet appel à l'unité contre les agresseurs? Non, mais l'avantage, c'est que dans leur ivrognerie langagière, il n'a pas su bien identifier le vrai problème. Essayez de réfléchir avec moi. Quelqu'un qui vous dit qu'il voulait résoudre un problème de sécurité. Et après, il vous dit, non, voilà, il a eu à mener des démarches pour qui ont échoué. Et après, c'était un problème de guerre, de paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite la population à s'enrôler dans l'armée. Quelle est la demande en hommes dans l'armée? On a 180 000 hommes. Non, c'est faux. Moi? Il y a des doublons, il y a de faux dossiers, il y a de ceux qui sont morts il y a longtemps. Personne ne connaît le nombre. Dans leur fiche de paye, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ceux qui n'existent plus. Il y a des doublons, il y a des mineurs, il y a des gens qui sont morts il y a bien longtemps. Il faut assainir alors. Non, mais effectivement, le problème de l'armée, nous n'avons pas commencé à en parler aujourd'hui. Nous avons insisté sur l'armée. Et nous avons même alerté la communauté nationale sur une éventuelle guerre. Investissons dans l'armée, investissons dans la jeunesse. Nous l'avons dit pendant 4 ans. Alors cet appel à l'enrôlement. Mais ce fait, c'est qu'elle appelle les jeunes à l'enrôlement dans l'armée. Ça tombe à point nommé? Il y a des jeunes qui sont mobilisés, qui y vont. C'est qui est une bonne chose. Non, mais attendez. Ils y vont. C'est une bonne chose. Attendez, c'est pas fini. Il ne faut pas réfléchir comme les Tchilé-Gélou. C'est-à-dire qu'ils invitent les jeunes à rejoindre l'armée. Oui, même si nous étions en temps de paix, l'appel à l'enrôlement dans l'armée est naturel, est normal. Vous savez pourquoi? L'armée en tant que système, la stabilité de l'armée dépend des inputs et des outputs. Ceux qui entrent doivent être supérieurs ou égaux à ceux qui sortent pour que l'armée garde sa taille ou sa croix. L'équilibre, la stabilité. Ce qui veut dire quoi? On peut inviter les jeunes à rejoindre l'armée, même si nous sommes en temps de paix. Les États-Unis ne sont pas en guerre, ils continuent à inviter. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui doivent aller en retraite, il y a de ceux qui meurent, il y a de ceux qui sont frappés par le handicap. Naturellement, ils doivent être remplacés. Mais dans cette approche, s'il avait l'intention de déclarer la guerre, en ce moment-là, les jeunes viendraient pour faire la guerre. Mais vous voulez les inviter pour rejoindre l'armée? Oui, comme ce n'est pas obligatoire, parce que si nous sommes en temps de guerre, au regard des dispositions pertinentes de l'article 143, l'État congolais peut vous prendre de force et vous enrôler dans l'armée. Si nous sommes en temps de paix, tel qu'aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse entrer dans l'armée, il faut qu'il y ait des incitatifs. Il faut qu'il y ait des choses qui l'attirent vers l'armée. Parmi les choses recherchées par tout citoyen, tout homme normalement constitué en dehors de fou, il faut garantir la stabilité de la vie de l'homme. D'abord, par la prise en charge de besoins physiologiques, par la sécurité de sa carrière, par la considération de la société.
Si ces trois éléments-là ne sont pas remplis, personne n'ira dans l'armée. Alors dites-moi, lorsqu'on prend le militaire qui vit aujourd'hui, quel est ce militaire qui peut se dire aujourd'hui, je vis normalement comme un homme ordinaire, comme un homme normal? Aucun, en dehors des affairistes. Et puis au-delà de tout. Pourquoi voulez-vous construire la solidarité nationale pendant le temps des malheurs? Le pays est menacé, on a besoin de... Non, mais attendez. Les œuvres divergentes. Attendez. Ça, ce ne sont même pas des divergences entre nous. Ce sont des exigences constitutionnelles. Rien à voir avec le conflit avec Félix Tshisekedi. Pour moi, Félix Tshisekedi ne représente pas grand-chose. Ce n'est pas un objectif pour moi. Moi, je défends la cause nationale, je défends l'intégrité territoriale, la dignité congolaise. Pour moi, avec Félix Tshisekedi ou sans Félix Tshisekedi, si c'est lui qui sera là, va avoir la même attitude que M. Félix Tshisekedi, je veux me constituer en opposant. J'ai été vacciné pour ça. Je voudrais vous dire que la Constitution voudrait assez que nous soyons solidaires. Attention, la solidarité dont parle la Constitution, l'unité dont parle la Constitution, parce que l'unité nationale est une de grandes valeurs dans notre Constitution. Vous pouvez recourir à l'exposé des motifs de la Constitution et même à l'esprit de la Constitution. Et voilà pourquoi l'article 69 vous dit clairement, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire que c'est une valeur majeure. Parce que nous avons 450 tribus, 252 dialectes, langues. Lui, il incarne tout ça. Il devrait incarner tout ça. Félix incarne tout ça. Si pendant le temps de bonheur, on n'a pas besoin de l'unité, ce n'est pas pendant le temps de malheur que vous avez construit l'unité. Vous voulez dire quoi par là? Je voulais dire tout simplement, quand l'économie était florissante, quand le pays mobilisait au-delà des assignations, quand il s'agissait de donner des emplois à la population, quand il s'agissait de tenir compte de l'investissement dans les promesses, Machamoumenu. Aujourd'hui, nous sommes en crise. Vous invitez la population à vous rejoindre. Non, la population ne viendra pas vers vous. La population doit rejoindre ceux qui voudront de changement. Voilà pourquoi j'ai dit, M. Félix Tshisekedi vous a invité à l'aider, à se maintenir au pouvoir pour faire la promotion du tribalisme, donner l'avantage. Moi, je vous invite, je vous convie à nous aider à faire partie, M. Félix Tshisekedi, et tous ces éléments malicieux qui constituent la crise congolaise. Le départ de Félix Tshisekedi est une des solutions à tout ce problème que nous avons aujourd'hui. Non, mais attendez, il y a ce qu'on appelle, le zéro. Sur tous les problèmes. Il y a ce qu'on appelle les zéros de la fonction. Si vous prenez moins 5, vous faites plus 5, ça donne 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez la valeur Félix Tshisekedi, vous changez les signes, vous aurez 0. Automatiquement, on rentre dans l'actualisation de données. Pour vous, Félix est 0. Non, non, j'ai dit, il est les zéros de la fonction. Si vous les prenez, la valeur de Félix Tshisekedi, parce que sa valeur est négative, vous ajoutez Félix Tshisekedi plus, ça fera 0. Ça veut dire que les gens ne doivent pas répondre à cet appel, ni la population. Non, ils doivent répondre à l'appel, mais pas celui de Félix Tshisekedi, parce qu'il est les zéros de la fonction. Comment on peut opérationnaliser ça? Ceux qui répondront à l'appel qui n'est pas celui de Félix feront quoi pour rendre effectif la démarche? Ils vont justement recourir à la Constitution dans son article 64. C'est-à-dire que tout celui qui accède au pouvoir par devoir scabreuse et qui l'exerce en violation de la volonté de la population. Il a violé la Constitution dans son article 213-214. Il a signé des accords en violation du cadre constitutionnel. Ces accords ont une incidence sur la fonctionnalité de l'État et ça a plombé pratiquement les aspirations de notre peuple. C'est ce qu'on appelle dans la Constitution la haute trahison. Vous faites un contre-appel? Non, mais je rappelle les dispositions constitutionnelles. Oh, cher ami. Si vous laissez vous resterez seul dans cette logique. Hein? Apparemment, j'ai toujours été seul. Parce que Martin Fayulu a dit qu'il faut parler le même langage. Le même langage, c'est-à-dire? Attendez, je vous cite des gens qui sont disposés à rejoindre Félix. Martin Fayulu a dit qu'il faut qu'on parle le même langage. Matata Mapone, qui s'est exprimé hier, a dit voilà, il faut cesser la chasse aux sorcières, recréer des conditions pour que l'unité nationale soit favorable et qu'à ce moment-là, doter les forces armées, je résume sa pensée, de moyens conséquents pour vaincre le M23, comme ce fut le cas en 2013, à l'époque où il était Premier ministre. Oui, félicitations à lui. Ça veut dire qu'il est aussi prêt à rejoindre. Non, il n'a pas dit ça.
Et d'autres leaders non, mais il n'a pas dit ça. De l'opposition se sont exprimés dans ce sens-là. Non, citez-moi un seul leader de l'opposition qui a dit soyons tous derrière Félix Tshisekedi. Tacitement, ils l'ont dit. Non, ils ne l'ont pas dit. Ça, c'est un procès d'intention. C'est lui le président non, de la République. Non, ils ont dit soutenons l'armée. Mais personne n'a dit soutenons Félix Tshisekedi. Mais les conditions qu'il pose. La condition il remplissait ces conditions. Non, mais Félix Tshisekedi ne peut pas remplir les conditions parce qu'il faut amener une thérapie basée essentiellement sur comment on appelle ces molécules-là, comment on appelle des antibiotiques. On ne peut pas prendre l'antibiotique pour protéger le microbe. Oh, cher ami, personne, bien que je n'ai pas tout suivi, personne au Congo ne peut soutenir M. Félix Tshisekedi dans cet état. Soit on est traître, ou soit on est nationaliste, on doit faire le choix. Non, mais attendez, si tous ces leaders-là de ces partis politiques veulent soutenir notre armée, ce n'est pas parce qu'ils le veulent qu'ils vont le faire, parce que c'est une obligation. Mais attention, on peut soutenir l'armée et ne pas soutenir le commandant suprême. Le cadre politique. Le commandant suprême. Parce que lorsque le commandant suprême est défaillant, ne pensez pas que l'armée ne doit pas exister. Non, l'existence de l'armée dépend de l'esprit de la Constitution. Mais la fonction occupée par M. Félix, c'est qu'il restera. Mais la personne qui assume la fonction peut passer. Vous pensez que la population va s'enrôler dans l'armée pour soutenir Félix Tshisekedi? Ne pensez-vous pas que c'est une contrainte que de collaborer avec Félix? C'est parce que c'est lui, jusqu'à la preuve du contraire, qui reste le président de la République. Comment soutenir une armée qui a un commandant suprême et dire qu'on ne soutient pas le commandant suprême? Non, mais attendez, je n'ai pas l'intention d'amener les gens à faire un coup d'État. Non, moi aussi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas cette intention, mais je voudrais tout simplement vous dire. L'existence de l'armée n'est pas liée au mandat de Félix Tshisekedi. On peut avoir l'armée sans Félix Tshisekedi. D'ailleurs, on a eu l'armée sans Félix Tshisekedi, on en aura sans lui. Ne liez pas la vie de la nation à la personne de Félix Tshisekedi. Pour l'instant, mais pour l'instant, c'est ça la réalité. La loi a été violée, et d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi vous-même vous a dit, tous ceux qui vont trahir, moi je dis, tous ceux qui ont trahi, lui dit, il est dans le futur. Tous ceux qui vont trahir vont subir la rigueur de la loi, ils seront présentés devant leurs juges. Tous ceux qui vont trahir. Mais ceux qui ont trahi déjà, leur place c'est où? Oh, cher ami, arrêtez de rêver, je vous dis, tant que les Congolais feront cette analyse avec complaisance, on va être maintenu dans cette situation-là. Parce que l'aberration, c'est quoi? M. Félix Tshisekedi fait une fixation sur le Rwanda. Il vous invite à combattre le Rwanda. Et après, il va encore faire un appel pour vous inviter à combattre l'Ouganda. L'Ouganda sont officiellement chez vous. J'étais dans une émission avec un Tchilejolu, un membre de l'Union Sacrée. Pour étayer sa thèse, il a développé un exemple en disant que vous êtes entre frères en conflit. Votre maman est attaquée par un agresseur. Devez-vous continuer à vous battre entre vous et laisser votre maman mourir? Apparemment, ça paraît plausible. Apparemment, ça paraît bien réfléchi. Mais c'est que notre ami n'a pas pu dire. Lorsque ton grand frère, avec qui vous êtes en conflit ou vous aimez beaucoup, il vient avec un bandit pour agresser votre maman, vous allez vous battre contre qui? Est-ce que vous allez vous battre seulement contre l'ennemi qui est de l'extérieur, ou vous devez aussi prendre en charge celui qui a amené l'ennemi qui est de l'extérieur? La Constitution nous rend responsables de défendre notre intégrité territoriale, notre dignité, notre souveraineté contre les ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Vous ne pouvez pas être aussi naïf et dire non, voilà, lui il est notre frère, au lieu de l'attaquer, il faut seulement s'acharner contre celui qui est venu. Non, on attaque et le frère et l'ennemi du frère qui vous agresse. Concrètement, vous voulez dire quoi? Concrètement, par rapport à cet exemple. Concrètement, vous attaquez la malaria, n'oubliez pas d'attaquer les autres maladies qui accompagnent la malaria.
Voilà pourquoi vous trouvez, lorsque vous allez à l'hôpital, si vous avez la malaria, il y a toujours des antibiotiques pour attaquer une maladie qui accompagne toujours la malaria. Prenez-en. Je vais vous poser une question, une toute dernière question par rapport au fils Museveni qui a dit les M23 ne sont pas des terroristes. C'est un mouvement qui défend le droit de tous en République démocratique du Congo. Je note avec vous que la RDC est dans une mutualisation de forces armées avec l'armée ougandaise. Pas seulement l'armée Cette ougandaise. déclaration vient justement contredire la position officielle du gouvernement congolais qui soutient Vous savez, qui soutient que le M23 était un mouvement terroriste. Quelles sont les conséquences diplomatiques à prendre? C'est un incident diplomatique. Non, mais vous savez, non, le problème c'est que la naïveté de nos amis a atteint un paroxysme que nous devons tous combattre. Vous savez, le fils Museveni, sa maman est une Rwandaise. Ah, qui vous a dit ça? Et vous savez, sa maman est la sœur à Kagame. Oh, vous savez, Kagame a été formé par l'Ouganda. Ouais. Il était exilé. Ce qui veut dire que la vision portée par Museveni, d'ailleurs, Museveni est la personne qui a fait avancer la vision Imatuchi. Je l'ai dit dès l'entame. C'est lui qui a formé Kagame. C'est lui qui a donné aux Tutsi Powers le moyen de se mouvoir. Ils ont nos passeports dans tous les pays. Ils bénéficient de nos bourses en tant que Congolais. Si M. Félix Tshisekedi considère que le problème Tutsi ne peut pas être abordé, il en a parlé. Hein? Si le problème Tutsi ne peut pas être abordé, cela veut dire que vous allez vous joindre à M. Félix Tshisekedi et passer à côté. Ce sont des traitements symptomatiques. Ce sont des traitements symptomatiques. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, votre peau est attaquée, vous commencez à appliquer le produit justement pour enlever les taches. Mais à l'intérieur, il y a un problème. Si vous ne savez pas crever l'abcès, on va tourner en rond. Conséquences diplomatiques. Conséquences. Il faut chasser l'ambassadeur. Non, mais l'EAC. Non, vous savez, la dernière fois, lorsque je vous avais dit qu'on a chassé l'ambassadeur, on n'a pas fermé l'ambassade. Je le disais en connaissance de cause. Vous serez peut-être surpris. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais a dit exactement la même chose que moi. Heureusement pour nous, ils n'ont fait que chasser l'ambassadeur. L'ambassade reste fonctionnelle. Ça nous donne la possibilité de continuer à parlementer avec le pouvoir en place. La relation est là. Alors, devant cette évidence, concluez. Au nom de tous les pères de l'indépendance, au nom de Simon Kimbangu et tous ceux qui se sont battus pour ces pays, prenez le soin de décider sur l'avenir de M. Félix Tshisekedi, son avenir politique. Si vous laissez M. Félix Tshisekedi au pouvoir avec cette aventure, si vous considérez M. Félix Tshisekedi comme homme solution, vous serez tous complices. Je l'ai dit. Merci. L'émission a été réalisée par Derrick Loukeba. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos émissions. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.